Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux isométries vectorielles dans le cadre d'un espace vectoriel euclidien de dimension 2. D'abord, nous allons nous intéresser aux matrices orthogonales et montrer qu'en fait, il n'y a que deux formes possibles pour ces matrices orthogonales, ce qui après va nous permettre de conclure pour les isométries vectorielles, puisque dans une base orthonormée, la matrice d'une isométrie vectorielle est une matrice orthogonale. Je commence par prendre M, une matrice quelconque, donc comme on est dans un espace de dimension 2, elle a la forme ABCD. Donc je suppose qu'elle appartient à O2, donc si elle appartient à O2, ça veut dire en particulier qu'elle vérifie cette relation-là, transposée de M fois M égale l'identité, ou encore que ces colonnes forment une base orthonormée, ça dépend quelle caractérisation vous utilisez. Dans le DK, on va obtenir du coup cette équation, ces équations-là. Donc les deux premières, ça vient parce que les colonnes sont censées être normées. La dernière va venir du fait que les deux colonnes doivent être orthogonaux. Là, on a 4 inconnus et que 3 équations. Donc vous savez que si on doit la résoudre et avoir une unicité, il faut au minimum une 4e équation. Et on va l'obtenir en regardant le déterminant. Puisque donc, comme M est une isométrie, on va avoir aussi en particulier que le déterminant de M est égal à 1 ou moins 1. Donc si on s'intéresse d'abord aux matrices orthogonales positives, donc c'est à cet espace-là, on va voir que le déterminant de M est égal à 1, donc on va avoir comme 4e équation que AD moins BC est égal à 1. Donc pour résoudre ce système d'équations, on va d'abord s'intéresser à la première ligne, donc A carré plus C carré égale 1. On l'a vu déjà plusieurs fois, c'est un théorème de relèvement qui nous dit que quand on a cette formule-là, alors il existe un réel θ tel que A égale cosinus θ et C égale sinus θ. Ça vient du fait que si on vérifie A carré plus C carré égale 1, on peut considérer qu'on est sur le cercle unité. Donc notre équation, si on prend donc celle sur le déterminant et la dernière, ça revient du coup à résoudre ce système-là. Donc pour résoudre ce système-là, qu'est-ce que je vais faire ? Comme il y a les cosinus θ et les sinus θ, je vais prendre la première ligne, je vais la multiplier par cosinus θ, et je vais lui soustraire la deuxième ligne que j'aurais multipliée par cosinus θ. Ainsi, je vais avoir que les termes devant le d vont s'annuler, puisque dans la première ligne, devant le d, du coup, je vais avoir un cos θ sinus θ, et dans la deuxième ligne, je vais avoir un moins sinus θ cos θ devant le d, donc ils vont s'annuler, donc j'aurai une équation plus qu'en b, et comme il y aura du cos carré et du sinus carré un facteur du b, vous pouvez faire le calcul facilement, vous trouvez que b est égal à moins sinus θ. Donc ensuite, je vais pouvoir facilement en déduire un résultat sur D. Donc je vais avoir deux possibilités, je vais devoir faire deux cas. Le cas où sinus θ est égal à 0, mais ça se résout facilement directement dès le départ. On trouvera du coup que A égale D équivaut cosinus θ, ou sinon si sinus θ est différent de 0, dans ce cas-là je vais pouvoir, il faut faire les calculs en simplifiant, vous allez pouvoir obtenir que D est égal à cosinus θ. Donc toutes les matrices de SO2 sont de la forme cos θ moins sinus θ sur la première ligne, sinus θ cosinus θ sur la deuxième ligne. Et ça, quelle que soit la base orthonormée. J'ai fait le cas de SO2. Donc maintenant, il faut faire le cas où la matrice orthogonale, elle a un déterminant égal à moins 1. Donc c'est le deuxième point. Donc le système, la seule chose qui change, c'est avant ici, on avait un 1, maintenant j'ai un moins 1. Mais du coup, le système de résolution est exactement le même. Et au final, ce qui va changer, c'est la position du moins dans la matrice. Donc on obtient cette matrice-là. Et donc on a prouvé la proposition 14 qui nous dit qu'une matrice orthogonale dans un espace de dimension 2 est de deux formes possibles. Soit son déterminant est positif, du coup elle est de cette forme-là, soit son déterminant est négatif, et du coup elle sera de l'autre forme ici. Donc ici on peut faire le lien avec la matrice là, donc quand le déterminant est positif, donc c'est en fait une matrice d'une rotation, avec l'écriture d'une rotation pour un nombre complexe. Donc là, l'écriture d'une rotation pour un nombre complexe, c'est de cette forme-là, z' égale exponentielle iθ fois z. Donc si au complexe z', je vais l'associer à l'écriture x' plus y',
je le mets en vecteur, donc j'obtiens ça. Pour z, j'ai une notation x plus y, donc je le fais en vecteur, donc c'est le vecteur xy. Si je fais la rotation, donc la formule avec z' égale exponentielle θ z, que je développe et que j'identifie partie réelle et partie imaginaire, je vais obtenir cette équation-là, plutôt ces deux équations-là. Et si vous faites le produit matriciel, en fait, on trouve exactement le même système. Donc on peut vraiment faire un lien entre les matrices de rotation dans O2 de R et la rotation complexe que vous connaissiez déjà avant. Donc à partir de la proposition 14, donc une matrice orthogonale à deux formes selon que son déterminant soit égal à 1 ou moins 1, je vais pouvoir en déduire les types d'isométrie vectorielle possibles dans un espace euclidien orienté de dimension 2. Donc vous savez que si j'ai une isométrie vectorielle, alors sa matrice, si on est sur R2, dans la base canonique ou dans n'importe quelle base orthonormée, est une matrice orthogonale. Donc elle sera de la forme de la proposition 14. Donc si elle est de la forme où le déterminant est égal à 1, donc celui-ci, on a vu qu'on pouvait faire le lien avec la rotation complexe, et bien dans ce cas-là, l'isométrie dont la matrice dans une base orthonormée, dans n'importe quelle base orthonormée est de cette forme-là, sera une rotation d'angle θ. Et dans le cas où on a l'autre forme, donc quand donc la matrice est de cette forme-là, donc le déterminant il est négatif, alors on aura une réflexion. Donc ici, comme on est dans un espace de dimension 2, c'est une réflexion par rapport à un espace de dimension 1, donc par rapport à une droite, et qui sera dirigée par le vecteur cosinus θ sur 2, sinus θ sur 2. Nous allons maintenant prouver ce résultat. Donc le premier point, c'est bon, il n'y a pas de souci, Rθ c'est la matrice d'une rotation d'angle θ. Maintenant ce qui va m'intéresser du coup, c'est une isométrie vectorielle qui n'est pas une rotation, donc sa matrice sera de cette forme. Donc d'après l'énoncé là-haut, on dit que c'est une réflexion, donc une réflexion, je vous rappelle, c'est une symétrie par rapport à un hyperplan. Donc on va d'abord vérifier que c'est une symétrie. Comment est-ce qu'on montre facilement qu'on a une symétrie? On prend la matrice associée à l'isométrie vectorielle, donc associée à l'endomorphisme, et on regarde son carré. Donc ici, on peut facilement montrer, je vous laisse faire les calculs, que la matrice au carré est égale à l'identité, donc on a bien que F est une symétrie. Donc pour qu'une symétrie soit une réflexion, il faut que ça soit une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan. Donc ici, il va falloir vérifier que les deux sous-espaces propres associés à la valeur propre 1 et moins 1 soient orthogonaux. Nous allons donc étudier les sous-espaces propres associés à F. Donc là, je vous ai mis les détails du calcul. Si on prend du coup des éléments associés dans le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, on doit résoudre ce système ici, puisque la matrice fois xy doit être égale à xy. Donc en manipulant un petit peu, en mettant facteur devant le x et le y, on obtient ce système-là. Et pour le résoudre, ce qu'on va utiliser, on va utiliser des formules trigonométriques sur le cosinus et le sinus. Notamment que sinus 2θ est égal à 2 fois sinus θ cosinus θ. Sauf que là, comme j'ai pas sinus 2θ mais sinus θ, je vais avoir l'expression avec les angles sur θ sur 2. Et pareil, pour le 1 plus cosinus θ, on a aussi une formule en fonction du sinus carré. Ici, on va prendre celle-là. Pourquoi en fonction du sinus carré? Pour que ici, on va pouvoir simplifier le sinus par sinus θ sur 2 pour résoudre notre système. Alors, est-ce que je peux vraiment diviser par sinus θ sur 2? Donc en fait oui, parce que je vais avoir deux possibilités, soit sinus θ sur 2 différent de 0, donc il n'y a pas de problème, soit sinus θ sur 2 est égal à 0. Dans ce cas-là, je ne vais pas pouvoir simplifier, mais dans ce cas-là, je vais utiliser l'autre équation, et je vais simplifier par cosinus θ sur 2. Et si sinus θ sur 2 est égal à 0, il est impossible que cosinus θ sur 2 soit aussi égal à 0. Donc je pourrais faire le raisonnement sur la deuxième équation, et donc j'obtiens bien toujours cette droite vectorielle, donc cette équation, qui correspond donc à la droite vectorielle de vecteur normal moins sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Donc pour le calcul du sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1, on refait exactement le même type de calcul, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc on a bien deux vecteurs, les deux vecteurs normaux, donc associés à E1 et au sous-espace propre associé à la valeur propre 1 et au sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1, qui vont être orthogonaux.
Donc on a bien une réflexion, hein, puisque ce qui change entre une symétrie et une symétrie orthogonale aussi, hein, c'est que les deux espaces doivent être orthogonaux. Donc en utilisant l'écriture matricielle, hein, d'une rotation et d'une réflexion, on peut facilement montrer que la composée de deux rotations d'angle θ et θ' et encore une rotation d'angle θ plus θ', hein, donc on utilise les formes matricielles et les formules trigonométriques, hein. Et pareil, on pourra montrer de la même manière que la composée de deux réflexions est une rotation vectorielle plane, hein. Donc c'est un exercice du TD, hein, donc je vous laisse le faire. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a montré sur les isométries du plan, hein, qu'on va avoir deux possibilités. Soit le déterminant est égal à 1, et dans ce cas-là, on a une rotation d'angle θ, avec éventuellement, on peut faire le cas à part, hein, quand θ est égal à 0, puisque c'est l'identité, ou quand θ est égal à π, puisque c'est moins l'identité. Et donc, dans le cas d'une rotation, hein, on regarde la matrice dans n'importe quelle base orthonormée, hein. Donc voilà, on a cette matrice-là, et ben, on identifie, hein, pour trouver l'angle θ. Si le déterminant vaut moins 1, alors on a une réflexion d'axe vecte de U, hein, donc les valeurs propres, ça va être moins 1 et 1. On calcule le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 par exemple, et ça nous donnera, hein, l'axe de notre réflexion. Nous allons donc maintenant regarder dans un cas particulier, hein, comment faire. Donc j'ai pris cette matrice P, hein, donc on peut facilement montrer qu'elle est orthogonale, hein, puisque si je fais le produit scalaire entre les deux colonnes, on voit facilement que c'est égal à 0, hein, et si je prends une colonne et que je regarde sa norme, hein, je vais avoir racine de 3 au carré plus moins 1 au carré, donc ça fait 3 plus 1, 4, le tout divisé par 1 demi au carré, donc ça fait bien 1, hein, pareil pour l'autre colonne, donc P est bien ici une matrice orthogonale, hein, donc je vais essayer de voir, est-ce que c'est une rotation ou une réflexion. Donc la première chose à faire, après avoir vérifié qu'elle était bien orthogonale, ça va être de regarder son déterminant. Donc ici le déterminant, hein, ça fait 3 plus 1, 4 sur du coup 4, hein, puisque 1 demi est en facteur des deux, donc on doit le mettre en facteur 2 fois, hein. Donc on trouve bien un déterminant égal à 1, donc on sait que P est une rotation. Et donc il nous reste à trouver l'angle θ. Pour trouver l'angle, on va juste faire une identification. On doit avoir cosinus θ, hein, qui doit être égal à racine de 3 sur 2, hein, vu la formule, et sinus θ qui doit être égal, on identifie, c'est égal à moins 1 demi. Donc là, soit vous êtes suffisamment à l'aise, vous trouvez, hein, soit éventuellement vous faites votre dessin avec votre cercle trigonométrique, pour avoir à peu près une idée, hein. Donc des fois, ça peut être des angles qui sont compliqués, hein. Bon, ici, ça va. Donc on sait que sinus θ doit être égal à moins 1 demi, donc il est là en bas, hein. Et cosinus θ, il est par ici, hein. Donc, on va voir quelque chose là, bon, le dessin n'est pas très bien, hein. Et donc on a un angle d'angle moins π sur 6. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse faire les exercices du TD.